Nous allons aborder cette semaine les transformations sociales. Nous allons donc expliquer comment la société française évolue entre 1870 et 1914. C'est notre grand 2. Et pour traiter de la question ouvrière, je vous propose de consulter le document PDF joint. Il vous présente les écarts de revenus entre une famille bourgeoise, une famille d'employés et une famille d'ouvriers parisiens. Consultez le document, nous allons en faire ensemble l'analyse. La première chose frappante est évidemment la différence de revenus. En moyenne, une famille bourgeoise gagne 25 000 francs par an, soit 19 000 francs de plus que la famille d'un employé. On voit que les écarts sont très importants. 6 000 francs pour une famille d'employés, 25 000 francs pour une famille bourgeoise. Et l'on repère évidemment la modicité du revenu de la famille de l'ouvrier parisien, puisque pour arriver aux 2350 francs, il faut en réalité ajouter le salaire du père, 1200, le salaire du fils aîné, qui souvent contribue et aide la famille au moins jusqu'à ce qu'il soit marié, 1000 francs, et le salaire du deuxième fils, qui souvent fait des petits boulots de complément, 150 francs. Donc il faut presque 3 personnes pour gagner seulement 2350 francs, alors même qu'une famille bourgeoise gagne 25 000 francs. Ce qui est intéressant à comparer, c'est l'alimentation. Je vous l'ai surligné dans les 3 tableaux. Ainsi, une famille bourgeoise consacre 6 250 francs par an à s'alimenter. La somme peut paraître importante, mais elle est peu budgétivore, puisqu'elle ne représente que 25% du revenu annuel moyen. La famille d'employés consacre à l'alimentation presque 3 fois moins, mais en poids sur son budget, ça représente 40%. Vous l'avez vu, 6 250 francs en alimentation pour la famille bourgeoise, soit 25% de ses revenus, contre 2 400 francs pour l'employé, mais c'est tout de même 40% de son revenu. La famille de l'ouvrier dépense encore moins pour l'alimentation et pourtant, les 1800 francs consacrés à se nourrir pèsent énormément pour les 3/4 des revenus annuels de la famille. Vous pourrez regarder la décomposition et l'on peut prendre un dernier exemple, c'est les loisirs. Une famille bourgeoise va consacrer 3300 francs en termes de loisirs, de voyages, ce qui pèse pour 13% de son budget. Les employés, eux, commencent à accéder à cette société des loisirs, beaucoup moins activement bien sûr, puisqu'ils n'y consacrent que 420 francs, qui représentent 7% de leur revenu annuel net. Quant aux loisirs, il faut les chercher dans la famille de l'ouvrier parisien. Il n'y a pas assez d'argent et donc ils n'ont pas les moyens de se divertir. Vous résumez donc ce que nous venons d'indiquer dans votre cahier. Vous faites référence évidemment au PDF et vous pouvez ajouter ensuite que les ouvriers passent de plus de 3 millions dans les années 1870 à plus de 7 millions à la veille de la Première Guerre mondiale. Leurs conditions de vie et de travail sont difficiles. Dans les mines et dans les usines, les ouvriers réalisent des tâches dangereuses, répétitives et peu rémunératrices. Leur budget est en grande partie consommé pour se loger, manger et s'habiller. Alors, bien évidemment, on a dans ces différences de revenus une des explications
des revendications sociales et de l'incompréhension entre les riches et les pauvres. Les ouvriers, pour se défendre, fondent la Confédération générale du travail, la CGT, Confédération générale du travail, en 1895. Et en 1906, la CGT adopte ce qu'on appelle la Charte d'Amiens. Elle y préconise deux éléments. Tout d'abord, son objectif de renverser la société capitaliste pour établir un monde meilleur, et un moyen d'action pour cela, la grève générale. On imagine bien qu'on est face à deux mondes qui ne s'écoutent que rarement et qui ne se comprennent jamais, et parfois ces affrontements dégénèrent. Regardez par exemple ce qui s'est passé à Fourmi le 1er mai 1891. Vous avez cela, document 1, page 190 de votre manuel. On est sur la une d'un journal, Le Petit Parisien, et on voit bien la violence des combats. Cette illustration montre les ouvriers qui revendiquaient, on voit par exemple le drapeau bleu-blanc-rouge, on voit qu'un certain nombre sont à terre, ce qui montre la violence. Et pourquoi sont-ils à terre? Eh bien tout simplement parce que la troupe n'a pas hésité à leur tirer dessus. Vous avez ce commandant qui, du haut de son cheval, est en train de donner des ordres. On a d'abord tiré et puis ensuite évidemment on va charger les ouvriers qui sont en train de fuir. Alors cette fusillade évidemment a lieu un jour férié, le 1er mai, qui est un jour de revendication pour les ouvriers, et à cette époque, la principale de leurs revendications est la journée de travail de 8 heures. La violence avec laquelle la République traite le mouvement ouvrier montre à quel point il est toujours perçu par les dirigeants républicains comme potentiellement subversif. Il n'y a pas de dialogue, mais des affrontements, et évidemment pour le milieu ouvrier, cette date et cet événement sont fondateurs de leur identité. On se rappelle qu'en France, la grève est autorisée par la loi de 1884 pour celle des syndicats, et même 1864, puisque sous le Second Empire, Napoléon III avait autorisé les coalitions. Le monde ouvrier n'est pas unitaire, puisque d'un côté, la CGT, on l'a dit, veut mettre fin au capitalisme. De l'autre côté, en 1905, est fondée la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Alors, si cette SFIO entend défendre le mouvement ouvrier, elle accepte en revanche la possibilité de le faire grâce à la voie parlementaire législative. Donc, elle revendique des députés. Par exemple, ce parti obtiendra 17% des voix aux élections législatives de 1914, et notamment on le doit à l'action de Jean Jaurès et à son journal L'Humanité. Je vous laisse regarder la chronologie, vous constaterez que finalement il y aura un compromis, un premier pas, puisque en 1900, donc 9 ans après la fusillade de Fourmi, est instaurée en France une loi limitant la journée de travail à 10 heures. Cette loi sera suivie en 1906 par une autre qui institue un jour de repos hebdomadaire obligatoire pour toutes les professions, et évidemment c'est généralement le dimanche pour permettre à ceux qui ont envie d'aller à la messe de pouvoir le faire. Il y a donc bien sûr des avancées sociales, mais les inégalités en France à cette époque sont encore très fortes. Pour comprendre pourquoi la société française s'ouvre à l'immigration, nous allons débuter par deux chiffres. D'abord,
La population française en 1870. Elle comportait alors 38,4 millions d'habitants. Et on se rappelle que 1 600 000 habitants ont été soustraits de la France à cause du traité de Francfort en 1870. Or, en 1914, la population française est de 39,6 millions. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas encore retrouvé son niveau de 1870. Alors on a donc bien une augmentation en valeur absolue, puisqu'on passe de 38,4 à 39,6, mais il devrait y avoir 1 600 000 habitants de plus en France si elle n'avait pas perdu l'Alsace et la Lorraine. On peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, il y a pénurie de main-d'œuvre pour notamment soutenir l'effort industriel français. Et c'est là que l'on fait un petit retour en arrière vers la famille Schneider, notamment ces grands patrons de l'industrie qui font appel à beaucoup de main-d'œuvre. La solution proposée par le gouvernement français est alors d'ouvrir le pays aux étrangers. Et évidemment, de fixer cette main-d'œuvre sur le territoire, et c'est pourquoi en 1889, l'État décide d'assouplir les règles d'acquisition de la nationalité française. Cette loi va profiter principalement aux pays limitrophes de la France, en l'occurrence la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, les deux mouvements principaux étant des mouvements belges et italiens. La France recrute alors des mineurs et d'autres ouvriers étrangers qui sont plus dociles et moins coûteux. Regardez sur votre livre la carte de la page 181, elle va vous donner une clé d'explication de ce que l'on vient de voir. Le dégradé de couleur vous montre la part de la population étrangère dans la population active en 1891, et on voit bien évidemment que plus on est proche des frontières, plus cette part augmente. Et puis il y a, puisque nous sommes en France évidemment, la région parisienne, dans laquelle les étrangers sont aussi nombreux. Si l'on en dresse le bilan, en 1870, la France comptait 800 000 étrangers. Elle en accueille 1 100 000 en 1914. Même si ces étrangers, qui sont tous européens, donc qui partagent des valeurs proches, et notamment le christianisme, s'intègrent assez facilement, il y a pourtant dans la population des réactions xénophobes. Pourtant, ces étrangers ne représentent que 2,8% de la population française. Et vous avez sur votre carte quelques incidents xénophobes. J'illustrerai simplement celui d'Aigues-Mortes, qui avait lieu en 1893 et qui est lié à une manifestation d'ouvriers agricoles contre la concurrence étrangère. Et comme des ouvriers italiens sont employés, certains seront massacrés. On voit que parfois ça dérape lourdement. Et que contrairement à ce qu'on pourrait en penser, l'intégration des étrangers se fait difficilement.